La littérature de la Grèce et de la Rome antique révèle l'existence de la maladie de Parkinson déjà 3000 ans avant notre ère. La première description clinique de la maladie, alors appelée paralysie agitante, est faite en 1817 par James Parkinson. Jean-Martin Charcot lui donne le nom maladie de Parkinson en 1867. Un siècle plus tard, des agrégats anormaux de protéines sont décelés dans les neurones de personnes atteintes de la maladie. C'est la découverte des corps de Lewy. Peu après, Konstantin Tretiakov associe la maladie de Parkinson à la perte de neurones dans une petite région du cerveau appelée la substance noire. En 1997, on découvre que les corps de Lewy contiennent une grande quantité d'une protéine appelée alpha-synucléine. Aujourd'hui, on sait que de nombreux facteurs contribuent au développement de la maladie et que l'alpha-synucléine est un acteur principal. Mais quel est le rôle de l'alpha-synucléine dans la maladie de Parkinson? L'alpha-synucléine est une protéine abondante présente dans les neurones. Sa fonction précise n'est pas connue. L'alpha-synucléine est une protéine dynamique. Elle peut avoir différentes formes qui correspondent probablement à différentes fonctions. Ces formes peuvent interagir, se combiner et former des chaînes. Ces chaînes d'alpha-synucléine sont éphémères et peuvent se faire et se défaire. Pour son équilibre vital, un neurone doit gérer ce qu'il produit. Il est donc équipé de systèmes d'élimination et de recyclage, comme par exemple les chaperons moléculaires et les protéasomes. Ces systèmes garantissent un bon équilibre entre les formes et les chaînes d'alpha-synucléine et contribuent au bien-être du neurone. L'équilibre est parfois perturbé. Les chaînes d'alpha-synucléine peuvent être trop nombreuses ou trop longues. Il peut aussi y avoir une réduction du nombre ou de l'efficacité des systèmes de recyclage. En conséquence, de longues chaînes d'alpha-synucléine s'accumulent et se fondent progressivement jusqu'à constituer des fibrilles. Ces fibrilles vont former des agrégats et occuper de plus en plus de place dans le neurone. Celui-ci va souffrir, perdre le contact avec ses voisins et disparaître peu à peu. La perte de nombreux neurones dans la substance noire provoque une réduction des niveaux de dopamine et cause l'apparition des symptômes de la maladie. En 2018, réduire les effets toxiques de l'alpha-synucléine est un objectif majeur de la recherche. Les chercheurs mettent tout en œuvre pour trouver un traitement qui permettrait de ralentir ou stopper la progression de la maladie. Voilà, cette explication nous amène tout naturellement à parler de recherche. Je vais donc demander au professeur Jean-Luc Houetto de nous rejoindre. Il est neurologue au CHU de Poitiers. Il est expert régional pour la maladie de Parkinson. Nous allons avec lui évoquer quelques pistes majeures. Vous allez là ou comme vous voulez, comme vous souhaitez. Comme vous voulez, mais restez là-bas, il n'y a pas de problème. Donc son intervention va se dérouler en 3 parties, un exposé liminaire, puis ensuite je lui poserai quelques questions, et ensuite vous-même qui êtes dans cette salle, vous pourrez lui poser des questions pendant une vingtaine de minutes. Je vous en prie, professeur. Merci Monsieur Roger, bonjour à tous. Je remercie l'association de son invitation, et je suis bien sûr, comme à l'accoutumée, très heureux d'être parmi vous. Donc l'objectif, oh là là, elle est terrible cette photo, c'est comme ça que je m'aime pas du tout. L'objectif de ce point, c'est de vous parler un peu de la maladie et des pistes de recherche. On va faire le plus simplement possible, en sachant que ce sont des choses souvent très compliquées. Et ce sera ensuite aux questions d'approfondir. Vous le voyez sur ce schéma. Je voulais d'abord féliciter le film qu'il y a eu avant, qui est absolument remarquable, parce que vous allez voir que je vais essayer de refaire la même chose, mais je pense que le film sera mieux. L'idée qu'on a de la maladie, c'est qu'elle survient à la faveur... alors, le pointeur, que je comprenne. Elle survient à la faveur... En fait, il n'y a pas de pointeur sur le... Il n'y a pas de pointeur sur celui-là? On va leur demander en régie. Il n'y a pas de pointeur? Vous nous faites signe oui, non? Il n'y a pas de pointeur. Il n'y a pas de pointeur, d'accord. Elle survient à la faveur, comme vous voyez à gauche, la maladie est représentée sous la forme d'une balance et d'un équilibre ou déséquilibre entre
des facteurs génétiques favorisants à gauche et des facteurs génétiques protecteurs. Et en plus de ces éléments génétiques, il y a une interaction avec des facteurs liés à l'environnement. Il y a des facteurs liés à l'environnement qui sont posés sur la balance, qui forment des poids d'un côté et de l'autre, avec des facteurs qui favorisent la maladie et des facteurs qui protègent de la maladie. Alors, je ne vais pas parler de tout, c'est une diapositive issue d'un article en anglais, mais du côté gauche des facteurs qui provoquent la maladie, on a clairement les pesticides, qui sont des facteurs toxiques. Merci, super. Nous avons ici donc les pesticides qui constituent des facteurs toxiques favorisants, dont on va parler principalement. Dans le style de vie, c'est-à-dire la façon de vivre, on a identifié dans la littérature qu'il y a également des facteurs tels que la consommation importante de produits laitiers, pour des raisons assez complexes, mais avec des biais, donc on évoquera peut-être. Et puis, il y a les histoires de traumatisme crânien, et on s'est rendu compte que les histoires familiales ou les histoires personnelles de mélanome étaient associées à des risques de Parkinson parce qu'il y a des traits ou des facteurs génétiques communs. Et du côté des facteurs protecteurs, essentiellement à ma droite ici, il y a bien sûr le tabac. Vous avez tous été sensibilisés pendant de longs mois à la problématique, par exemple, sur la nicotine, dont les résultats, en tout cas, sont négatifs pour l'instant, la caféine, et puis des éléments comme l'urée. On s'est par exemple rendu compte que les patients qui avaient une augmentation de l'urée, l'hyperuricémie, ce qui donne la goutte, eh bien, avaient un risque moindre de Parkinson. Et dans certaines études, on s'est rendu compte que les patients qu'on traitait pour la crise de goutte, ou qui prenaient donc des médicaments qui faisaient diminuer la goutte, augmentaient leur risque de Parkinson. Donc il y a une association, c'est tout à fait intéressant parce que ce produit-là, en fait, cette substance-là qui est dans notre sang, eh bien, il y a aujourd'hui, par exemple, des études qui essayent d'augmenter tout doucement le taux d'urée dans le sang pour voir si ça protège un peu du Parkinson. Donc, enfin, on en a parlé déjà et on va en reparler, il y a l'activité physique qui est un élément lié à l'environnement qui peut aussi être un facteur dont on pense qu'il peut modifier les éléments liés à l'environnement qui favorisent ou pas la maladie. Donc, voilà un peu schématiquement pour poser les choses. Donc, associé à ces facteurs d'interaction entre les gènes et l'environnement, il y a l'acteur principal dont on vient de parler le film, qui est l'alpha-synucléine, cette protéine dont vous avez entendu parler, qui est en général dans une forme soluble dans la cellule, donc elle est diluée. Et pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, en fait, il y a des situations dans lesquelles cette forme soluble s'agrège et devient donc des espèces ce qu'on appelle des oligomères, puis des petites fibrilles. Et cette fibrille, lorsqu'elle s'agrège de manière supplémentaire, vont donner et s'accumuler à l'intérieur de la cellule et donner ce que vous avez vu tout à l'heure qu'on appelle les corps de Lévy. Vous avez ici schématisé une cellule qui contient des corps de Lévy et la présence de corps de Lévy et d'alpha-synucléine agrégée va perturber le fonctionnement de la cellule et progressivement donner la maladie. Alors, ça donne ceci sur ces images que vous voyez. Vous avez à gauche un sujet normal, c'est une coupe de la substance noire. Vous avez à gauche un sujet normal et à droite un sujet avec Parkinson. Et ici, c'est la région qui comporte la substance noire. Et vous voyez que chez le sujet normal, elle est normalement colorée en noir de cellules qui fabriquent la dopamine, alors qu'ici, il y a une perte en cellules et moins de dopamine. Donc là, le côté pathologique et là, le côté normal. Et pour mieux schématiser les choses, vous avez ici une coupe de tissu et on voit que le tissu ici du côté normal est dense et ici du côté pathologique, le tissu est beaucoup moins dense et il y a beaucoup moins de cellules. Donc voilà poser les différents éléments. Et donc la difficulté que nous avons, c'est que cette perte cellulaire liée à l'accumulation d'alpha-synucléine agrégée va se propager de cellule en cellule, de proche en proche, et va être associée à une défaillance du système d'élimination. C'est le fameux système de recyclage que vous avez vu dans le film.
il y aura aussi une défaillance du système de production d'énergie. La cellule a besoin d'énergie, les usines qui fabriquent l'électricité, l'énergie, tout ce que vous voulez. Et l'accumulation d'alpha-synucléine ainsi va faire que tout ce système va défaillir, provoquer ce qu'on appelle le stress oxydatif et l'accumulation anormale de fer et également un peu d'inflammation. Donc vous avez schématisé ici la progression des anomalies de proche en proche, qui commence, comme vous le savez, dans la partie la plus basse du cerveau. Je ne reviens pas sur l'idée que cette interaction entre l'environnement et le cerveau passe peut-être par le tube digestif, et ça remonte de proche en proche pour progresser de bas vers le haut, et avec la sévérité de la maladie, toucher de plus en plus de structures au sein du cerveau. Donc l'enjeu de la recherche, c'est bien sûr, vous l'avez compris, de limiter l'accumulation de cette alpha-synucléine et de limiter sa propagation. Et il faut également pouvoir éventuellement limiter le rôle délétère du fer. Et il y a également des études qui permettent d'examiner les modalités d'aider le système de défaillance d'énergie ou d'élimination d'alpha-synucléine. Alors, quelles sont ces stratégies? Elles vont consister donc à limiter l'accumulation d'alpha-synucléine. Actuellement, ce sont des stratégies de vaccination dont je vais parler. Limiter l'accumulation de fer, ce sont des stratégies de chélation du fer, donc de captation du fer par une molécule notamment qu'on appelle la défériprone. C'est un protocole en cours. Et puis, il y a des stratégies qui cherchent à compenser la perte en neurones. C'est les stratégies de transplantation ou de neurorestauration ou de reprogrammation de cellules pour leur permettre de fabriquer la dopamine. Et puis, il y a des nouvelles voies thérapeutiques où on teste de nouveaux médicaments. Je donnerai un exemple de médicaments qui viennent, par exemple, du diabète. Et puis, enfin, il y a des stratégies qui tendent à moduler les facteurs environnementaux. Et parmi celles-ci, nous avons l'exercice physique. Alors, voici le principe de la vaccination. Vous reconnaissez ici le neurone avec le corps de Lévy en rouge et puis les petites molécules d'alpha-synucléine qui vont s'accumuler. Il y a deux stratégies principales de vaccination. Une principale stratégie qu'on appelle une stratégie passive qui consiste à injecter des anticorps qui vont faciliter la solubilité de l'alpha-synucléine, donc empêcher qu'elle s'agrège. Ces anticorps sont des anticorps qu'on appelle des anticorps monoclonaux qui sont actuellement testés dans 2 études, mais qui sont seulement au stade, en fait, très préliminaire de tolérance. Donc, ils ne sont pas encore administrés aux malades dans 2 études internationales. Et puis, enfin, il y a une autre stratégie qu'on appelle une de vaccination active, qui correspond à une vaccination classique, comme par exemple, vous auriez une vaccination contre la grippe, et qui consiste à injecter des produits qui vont entraîner les lymphocytes à reconnaître l'alpha-synucléine pathologique parce qu'on leur a appris à reconnaître une partie de l'alpha-synucléine qui est pathologique dans le cerveau. Et ces études, en fait, sont prometteuses, en tout cas chez l'animal, et actuellement, elles sont au stade, en fait, de tests chez l'homme, mais chez l'homme au sens de la faisabilité. Donc, on n'est pas encore chez le malade, ce qui sous-entend qu'on n'a pas encore la possibilité, en tout cas, de proposer ces traitements ou ces stratégies chez les patients malades. Donc, vous avez vu, premièrement, une injection de produits qui entraîne nos cellules à nous défendre contre l'alpha-synucléine qui s'accumule anormalement, et d'autre part, une injection d'anticorps qui vont bloquer l'agrégation de l'alpha-synucléine. C'est 2 stratégies actuellement en cours. À côté de ça, il y a des stratégies de transplantation de cellules souches. Vous savez qu'avant, elles étaient issues soit de régions fœtales de tissu animal ou de carotide ou alors de la glande adrénergique. Et en fait, ces problèmes, ces causes ou ces limites, ces origines qu'on connaît des limites éthiques, et on est maintenant dans une stratégie de cellules souches où on prend des cellules de tissu de la peau ou d'embryons non conçus et on les reprogramme pour leur permettre de développer des neurones à dopamine qui sont ensuite injectés. Alors, à nouveau, ces études actuellement en cours donnent des résultats prometteurs toujours sur des modèles animaux. Et la question, c'est souvent le passage à l'homme, où il y a de nombreuses études à faire pour notamment
tester la compatibilité avec le système immunitaire, s'assurer qu'on dirige bien les cellules vers les bonnes cibles, qu'elles se développent bien et qu'elles établissent bien les contacts avec l'environnement pour permettre de remplacer le rôle assez complexe et efficace de la dopamine. Alors, des nouveaux traitements, juste, qui permettent de compenser le déficit en dopamine. On a un traitement qui vient du diabète, cette molécule, qui est une molécule un peu particulière qui agit sur le métabolisme du diabète et qui permet, dans une étude qui a été publiée l'année dernière, dans une étude chez l'homme en tout cas, qui a montré peut-être un effet qu'on appelle disease modifying, c'est-à-dire propre à modifier le cours évolutif de la maladie. L'administration de ce traitement une fois par semaine pendant 60 semaines chez les patients. Vous avez ici la courbe, l'échelle du handicap chez le patient qu'on appelle l'UPDRS, c'est le handicap moteur. Et on voit en rouge le groupe placebo, il y avait une trentaine de malades, et en bleu, le groupe qui a reçu le traitement. Et on peut s'apercevoir qu'à la fin de l'étude, en fait, le groupe qui a reçu le traitement avait significativement moins de handicap parkinsonien sans traitement anti-parkinsonien spécifique que le groupe placebo. Ce qui laissait penser peut-être que ce traitement peut avoir un effet comparativement au placebo pour modifier le cours évolutif de la maladie. Vous voyez ici sur cette autre courbe la différence des scores entre les deux groupes. Et on voit ici que dans le groupe qui a reçu le traitement, il y a 3,5 points de différence par rapport à celui qui n'a pas reçu le traitement au niveau du score de handicap, ce qui suggère l'intérêt de ce produit qui sera testé notamment dans différents centres dans quelques mois. Pour finir, un exemple de modulation de l'environnement. Vous avez bien compris les différents protagonistes. Il y a gène, environnement. Donc l'environnement est quand même un élément qui peut être modulé. Et parmi les exemples que je vous donne, je vous propose l'exercice physique. Chez le malade parkinsonien, il y a classiquement une diminution de la consommation d'oxygène maximale de 20 à 25% par rapport au patient, à la personne normale. Il y a une diminution de capacité de marche, des problèmes de stabilité, d'adaptation posturale. Et donc, quand on parle d'activité physique, on parle d'activité physique multimodale, de renforcement musculaire contre résistance, d'activité en aérobie, ça veut dire une activité de 20 à 40 minutes jusqu'à 60 à 75% de la fréquence maximale théorique. La fréquence maximale théorique, c'est 220 moins l'âge. Si vous avez 50 ans, c'est 220 moins 50, etc. Et ça comporte aussi donc, la marche sur le tapis de course, le vélo elliptique, le vélo de course, la marche nordique. Il y a la rééducation de l'équilibre, l'entraînement à la marche, et puis on a évoqué le tai chi et la danse. Voilà la palette de tout ce qu'on appelle l'activité physique, et en particulier, on s'est rendu compte chez l'animal que l'activité physique en aérobie, c'est-à-dire dans des conditions où on faisait un effort d'endurance et on poussait de manière modérée ou de manière intense entre 60 et 85% de la fréquence maximale théorique, permettait une amélioration des performances cognitives, une promotion de facteurs impliqués dans la neuroplasticité, c'est-à-dire dans la capacité de la cellule à se développer et à accroître ses capacités de communication et à mieux fonctionner, permettait la libération de facteurs trophiques qui favorisaient la croissance de la cellule et avait tendance sur des modèles animaux à protéger les cellules dopamine de facteurs toxiques. Et ça a permis de suggérer que donc, cette activité physique, en tout cas chez l'animal, avait de vraies vertus qui pouvaient être neuroprotectrices ou tout au moins susceptibles de permettre de compenser, d'aider le cerveau à continuer à compenser contre l'évolution et les symptômes de la maladie. Alors, chez l'homme, chez le sujet non parkinsonien, des études montrent qu'en fait, quand on fait de l'activité physique entre 30 et 40 ans, eh bien, ça diminue notre risque de Parkinson. Ça ne veut pas dire que ceux qui souffrent aujourd'hui de la maladie n'en ont pas fait assez, mais ça montre à quel point que notre style de vie et nos habitudes prolongées peuvent avoir un impact à long terme sur les éléments de la maladie. Ça augmente les performances cognitives, ça augmente les connexions entre les structures du cerveau et les volumes cérébraux, et ça augmente l'activation cérébrale durant les tâches cognitives, ce qui permet d'être plus efficace. Et des résultats similaires ont été documentés chez les patients parkinsoniens, et l'ensemble de ces éléments permettent de suggérer que l'activité physique pourrait avoir un intérêt fondamental, notamment non seulement pour garder la forme, entretenir le corps,
mais peut-être aussi pour modifier un peu le cours évolutif de la maladie. Et des études sont en cours actuellement dans le monde et vont être initiées également en France dans cet objectif-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, par exemple, du renforcement musculaire ou de l'activité d'endurance avec une augmentation de la capacité de marche jusqu'à 6 à 16 mois. C'est-à-dire que ces activités-là permettent, une fois qu'on les a engagées, de garder un bénéfice 6 à 16 mois. Quand on rééduque son équilibre, on a montré qu'on améliorait l'équilibre, la marche, la mobilité, et qu'on diminuait le nombre de chutes jusqu'à 12 mois après les sessions d'entraînement. Et enfin, quand on fait de la marche rapide, on augmente les performances et les capacités, et le bénéfice persiste jusqu'à 6 mois après l'arrêt de l'évaluation. On a évoqué le tai chi qui permet l'équilibre, d'améliorer l'équilibre et de diminuer les chutes. Et il faut une période d'entraînement d'au moins 6 mois pour observer une amélioration du score moteur, donc de l'état moteur. Et ces éléments laissent penser que l'activité physique telle qu'on l'a évaluée ou décrite a probablement un intérêt majeur dans l'arsenal de lutte contre la maladie. Il faut maintenant qu'on puisse le démontrer formellement dans des études bien conduites. Et pour finir, l'avenir sera probablement à des stratégies combinées avec la détection de patients à risque, donc détection précoce de patients à risque, et des stratégies combinées qui pourraient être la vaccination puis la chélation du fer, la proposition de compensation du déficit en dopamine par des nouveaux traitements susceptibles ou non de modifier le cours évolutif, et également l'engagement de manière préventive de stratégies comme l'exercice physique qui sont propres à modifier le cours évolutif de la maladie. Vous voyez, il n'y a pas forcément de solution unique ou miracle. On va être dans des approches en fait tout à fait combinées, mais complémentaires. Voilà ce que je voulais dire de manière liminaire. Parfait, professeur Ouetto. Vous allez me rejoindre parce que j'ai plein de questions à vous poser avant de laisser la salle vous en poser par rapport à ce que vous venez de nous exposer. Alors j'ai noté un certain nombre de choses pendant que vous parliez. Bon, d'abord peut-être se mettre d'accord sur ce qu'on appelle l'activité physique. C'est pas faire comme Gilles Pontieux, traverser l'Atlantique à la rame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, la marche, ça peut suffire? Alors la marche, tout simplement, suffit. Et on considère qu'une activité de marche rapide, comme on ferait tous pendant 30 minutes par jour, 5 jours sur 7, constitue déjà une activité physique qui donne des résultats. Ou inversement, une activité de marche beaucoup plus intensive ou une activité physique d'endurance plus intensive pendant 20 minutes, 3 jours par semaine, suffit également. Tout est avec quelle hauteur on monte la fréquence cardiaque et l'effort qu'on fournit, en sachant qu'il faut respecter, bien sûr, la fatigabilité. Vous avez, au cours de votre exposé, parlé un moment du lait, en disant qu'on ne savait pas très bien pourquoi il y avait une relation. Ça veut dire quoi? Il faut abandonner les produits lactés? Alors, j'attendais cette question et je vous remercie de la poser. Il ne faut évidemment pas abandonner les produits lactés. L'idée là, ce sont des études épidémiologiques et qui montrent que ceux qui consomment de manière excessive et en grande quantité du lait, par rapport à ceux qui n'en consomment pas, en fait, ont un risque un peu plus important de Parkinson. Mais ces études ne permettent pas, en fait, d'identifier clairement la cause. Donc, il faut continuer à consommer le lait qui apporte des substances utiles pour l'organisme, mais de manière normale et modérée. Alors, vous avez tout à l'heure, sur la première diapositive que vous avez montrée, il y avait cette balance avec à droite les facteurs à gauche favorisants et à droite les protecteurs. Parmi ceux qui favorisent, j'ai vu les pesticides. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée du poids environnemental sur le risque de survenue de la maladie? Alors, c'est difficile de dire, de parler du poids environnemental. C'est-à-dire que, de la même manière, des études épidémiologiques ont montré qu'il y avait plus d'affections dans les zones rurales. Et, je crois même d'ailleurs que la maladie de Parkinson est une maladie professionnelle pour les agriculteurs. Il y avait plus d'affections dans les zones rurales et que clairement, les produits qu'on utilisait, notamment les produits pesticides qu'on a utilisés dans le milieu agricole, ont des capacités en fait à bloquer assez sélectivement l'activité de la mitochondrie, qui est l'usine à production d'énergie de la cellule à dopamine. Et on sait de manière expérimentale que les pesticides en fait provoquent des syndromes parkinsoniens chez des modèles expérimentaux de maladie de Parkinson.
Et donc, par ce biais-là, les pesticides ont probablement un impact délétère. Après, c'est toujours difficile, en fait, de les évaluer et d'évaluer leur présence dans notre vie quotidienne, comme vous le savez. Et c'est un enjeu de notre société. Vous avez évoqué évidemment les 2 pistes vaccinales possibles. Alors, disons-le clairement, un journal parisien, Le Parisien, ou aujourd'hui en France, en province, a parlé de vaccination, de début de vaccination, d'essai sur un vaccin qui fait cette fois appel à l'immunothérapie. On est véritablement dans les phases cliniques. Disons-le clairement, ça ne veut pas dire « j'arrive demain, vous me vaccinez ». Alors, effectivement, c'est important de le préciser. Ces stratégies sont encore à l'état vraiment expérimental et le passage à l'homme est en cours pour ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1, c'est une phase dans laquelle on teste le produit, en général chez les sujets sains, pour s'assurer qu'ils le supportent bien, pour établir les doses qui donnent la toxicité, pour établir le profil d'effets secondaires et pour établir si ça peut marcher ou pas. Et on n'est pas du tout encore à la phase où on l'administre aux patients pour déterminer si ça peut marcher ou pas, qui est une phase qui arrivera de manière ultérieure. Et ces stratégies posent quand même encore des problèmes techniques expérimentales, puisque par exemple, elles vont s'adresser essentiellement à des sujets plutôt seniors, et on sait que plus le temps passe, moins on est sensible aux effets de la vaccination. Si certains d'entre vous ont été vaccinés tout simplement par la grippe, ça peut être déjà simplement un enjeu. Ça marche un peu moins bien que chez les jeunes enfants, par exemple. Donc il y a encore des enjeux et des éléments de mise au point en cours. Mais c'est intéressant et prometteur. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité éventuellement d'utiliser un médicament qui est utilisé dans le diabète pour le Parkinson. Je vais être plus large encore que l'exposé que vous avez fait. On parle beaucoup dans l'industrie pharmaceutique du screening des molécules, c'est-à-dire aller regarder si telle molécule qui marche pour une pathologie pourrait marcher pour une autre. On a eu par exemple l'exemple du baclofène qui a été utilisé pour lutter contre l'alcool. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment qu'on va pouvoir trouver des médicaments qui soignent d'autres pathologies, qui pourraient être utiles pour Parkinson? Et c'est intéressant parce que, par exemple, le médicament qui est utilisé pour le diabète, il a déjà reçu son AMM, son autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que ce sont des médicaments qu'on pourrait utiliser rapidement pour la maladie de Parkinson. Oui, c'est une piste tout à fait intéressante, ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire c'est la découverte un peu au hasard d'un produit qui était utilisé pour une toute autre affection et dont on connaît bien le profil d'efficacité et de tolérance, ce qui permet en fait d'accélérer les études qui vont déboucher ou pas sur la commercialisation dans l'objectif de la maladie. Et donc pour ce traitement en cause qui est développé par une équipe en Angleterre, il est intéressant parce qu'il est connu et administré dans le diabète. Et si on en croit les résultats là, qui nécessitent bien sûr d'être répliqués dans des études plus larges, ça pourrait avoir un intérêt, pas forcément pour bloquer l'évolution de la maladie, mais probablement ralentir ou modifier un peu le cours évolutif. C'est en tout cas ce qu'on espère. Est-ce que l'on sait s'il y a une part génétique dans la maladie de Parkinson? Et je vais poser ma question un petit peu différemment. Est-ce que l'on peut imaginer que l'on pourrait trouver des marqueurs génétiques de la maladie qui finalement permettraient de la repérer plus tôt? Alors, il y a indiscutablement une contribution génétique. D'abord à la faveur de facteurs de susceptibilité, comme je l'ai évoqué, des facteurs qui augmentent le risque de développer la maladie. Mais ces facteurs, on ne peut pas forcément les doser de manière très large dans le public pour détecter les patients à risque. Le deuxième point, c'est qu'il y a des formes familiales de maladie, comme vous le savez, et ça compte pour à peu près 10 à 15% de l'ensemble des maladies de Parkinson. Et ces formes familiales, pour nous, sont intéressantes parce qu'elles correspondent souvent à une mutation d'un gène qui est impliqué dans l'ensemble des étapes qu'on a schématisées. Et par exemple, il y a une mutation du gène de l'alpha-synucléine qui donne la maladie de Parkinson de forme transmissible avec un risque de 50%. Donc ces formes sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre également les mécanismes de la maladie. Alors plus que des marqueurs génétiques, on va avoir plutôt des marqueurs liés au comportement. Et on a beaucoup mis l'accent ces derniers temps sur ce qu'on appelle les symptômes non moteurs qui précèdent
de plusieurs années l'apparition des symptômes moteurs. Et vous avez évoqué ce matin probablement les troubles du sommeil. Je n'ai pas à cette conférence, mais j'imagine que ça a été évoqué. On a évoqué, ou peut-être, des problèmes d'odorat, des problèmes de constipation éventuellement. Et l'ensemble de ces éléments vont pouvoir probablement, chez des malades qui seront screenés, c'est-à-dire évalués ou examinés, déterminer ceux qui sont à risque précocement, 10, 15 ans parfois avant de développer la maladie. Et c'est peut-être sur cette catégorie de patients qu'il faudra concentrer les études qui visent à modifier le cours de la maladie ou les études de vaccination, etc. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait le voir pour que ce soit le plus efficace. Voilà. Dernière question, après je vous laisse la parole. Aujourd'hui, quelles sont les recherches qui sont menées pour trouver les causes? Alors on en a parlé quelques-unes, on a dit il y a les pesticides, on a dit il y a le poids génétique, mais est-ce qu'il y a des recherches à l'heure actuelle pour regarder d'une manière plus générale toutes les causes qui pourraient être à l'origine de la maladie? Alors, en fait, c'est évidemment, bien sûr, qu'il y a des recherches qui regardent toutes les causes, mais vous avez vu, les causes sont multiples. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne connaît pas l'origine. Hein, l'idée qu'on en a, c'est celle que je vous ai exprimée. Et il y a des recherches pour examiner chacune des étapes que j'ai évoquées. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a cette problématique d'agrégation d'alpha-synucléine? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a, par exemple, le système d'élimination, normalement, de l'alpha-synucléine qui devient déficitaire ou défaillant? Pourquoi est-ce que ce système marche moins bien, dans certains cas, puisque c'est aussi ce qui contribue à la maladie? Et pourquoi l'accumulation anormale d'alpha-synucléine va provoquer une défaillance de l'énergie cellulaire et comment on peut y remédier? Et qu'est-ce qui se passe quand la cellule se met à mourir? Quelles sont les étapes de la mort? Et comment on peut la bloquer ou la contrôler, ainsi de suite. Donc chacune de ces étapes sont objets de recherche spécifiques de nombreux groupes, et c'est autant de complexité de questions qui sont posées. Voilà, vous venez de nous faire à peu près la liste des 50 ans de recherche à venir. À venir.